Bonjour et bienvenue dans le Monter son Business Show, l'émission hebdomadaire par et pour les entrepreneurs. C'est Rémi Bigot, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle émission. Alors je ne vais pas dire un petit peu particulière parce que tous les youtubeurs disent que leurs émissions sont un petit peu particulières et on en a un petit peu marre. Voilà, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui François Gatineau de Mobilici. Mobilici, oui, je crois que c'est ça, il va nous le dire de toute façon. Mobilici, je ne sais plus. Il va nous le dire, il va le présenter maintenant. Il va nous parler de mobilité électrique. C'est un sujet qui est très intéressant, très important, qui me tient à cœur. Comme vous le savez, moi, mon premier blog, c'était pas un blog sur l'entrepreneuriat, c'était un blog sur l'écologie qui s'appelle Bioécolo, qui existe toujours, que j'ai malheureusement un petit peu délaissé, il faut être honnête, mais c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et je pense que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui mérite qu'on se pose des questions sur notre façon de nous mouvoir, entre guillemets, la mobilité, donc les voitures, les trottinettes, etc., les moyens de transport en général. Voilà, donc j'accueille François Gatineau. Salut François. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Et toi, Rémi? Excellent, excellent. Je crois que j'ai fait une petite erreur sur le nom de ton entreprise. Exactement, c'est Mobilise. C'est tout simple en fait. Alors, comment ça s'écrit? Alors, Mobilise, ça s'écrit M-O-B-I-L-E-E-S-E. C'est une histoire de disponibilité de nom de domaine et de marque. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter du coup en quelques secondes à notre audience? Alors, j'ai créé il y a plus de 4 ans Mobilise. C'est une société de conseil sur des projets très opérationnels qui se concentrent sur les domaines de la mobilité et de l'énergie que je fais déjà depuis bientôt 20 ans. Et donc, c'est un mélange à la fois de métier et de technologie. Donc, c'est pouvoir accompagner les projets comme les projets d'infrastructures de recharge de bornes, de services de mobilité, d'offres de mobilité. Donc, à la croisée du chemin mobilité-énergie, tout naturellement, assez rapidement, les clients m'ont demandé, mais côté mobilité électrique, est-ce que vous savez faire des choses? Est-ce que vous voulez nous aider? Donc maintenant, je fais quasiment plus que des projets mobilité électrique. Donc, comment améliorer les services de recharge pour le secteur public, comment créer une nouvelle offre de mobilité électrique pour un acteur qui veut proposer des solutions de mobilité, comment trouver les nouvelles voies de demain pour un grand énergéticien, ou alors pour des petits opérateurs pour les aider dans leurs projets au jour le jour pour être meilleurs. Non, c'est excellent. Bah, écoute, c'est super que voilà, de plus en plus d'entrepreneurs s'intéressent à ces sujets-là parce qu'ils sont vraiment centraux, ils sont très importants et parfois ils sont mis un peu de côté. Il faut être honnête, voilà, par rapport à la crise économique, par rapport aux situations sanitaires qu'on a eues récemment. Mais là, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on n'est pas rentré dans une ère où justement, enfin, la plupart des gens ont bien compris, je pense maintenant, le message, la problématique qu'on a autour de l'environnement en général. Et est-ce que les mesures qui ont été annoncées par les gouvernements mondiaux te paraissent intéressantes? C'est des mesures de toute façon qui peuvent que faire du bien. Soutenir l'offre, soutenir la demande, c'est toujours intéressant. Alors c'est vrai qu'on est dans un monde où l'énergie carbonée, le pétrole, le gaz, on en a abusé. De toute façon, pour tout faire, on a besoin d'énergie. Donc, on a beaucoup abusé de ça. Maintenant, il faut se dire qu'est-ce qu'on peut faire autrement. Donc, c'est pour ça que se développent beaucoup les énergies renouvelables pour pouvoir donc fabriquer de l'électricité et l'utiliser. Donc, ça, c'est une opportunité. Parce que, justement, pouvoir utiliser des appareils électriques comme des voitures, des trottinettes, des scooters, des vélos à assistance électrique, tout ça, ça peut être très pratique si c'est alimenté par de l'énergie dite propre. Ou plutôt, je dirais, non carbonée. Parce que là, il y a des débats, nucléaire, pas nucléaire. Bon, après, c'est quand même, ça peut être pertinent. Mais il y a aussi l'arrivée du renouvelable. Alors, le renouvelable, il pose un souci, c'est qu'il est intermittent. Oui, il fait pas toujours du vent. Et pas toujours beau. Et voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut l'utiliser au bon moment. D'où l'intérêt des batteries. On n'arrive toujours pas à stocker suffisamment l'énergie qu'on a produite. Le réseau, il n'est pas fait pour ça. Le réseau n'est pas encore fait pour ça. Mais pour quelle raison? Ça m'intéresse. Pour quelle raison? En fait, il faudrait pouvoir stocker de façon un petit peu maillée, un petit peu partout, toute cette énergie et pouvoir la réinjecter. Mais le problème de faire tout ça, c'est que ça déséquilibre les belles sinusoïdes qu'on a de courant alternatif. Donc, ça vient les déséquilibrer. C'est plus à la même fréquence. Il y a des puissances qui viennent. C'est un problème technique alors. C'est un problème technique, ouais. C'est un problème technique et puis c'est un problème aussi de commentaires d'investissement, bien sûr. Et la nécessité n'était pas là. Donc, mais ça change. Et la voiture électrique ou les systèmes à batterie peuvent être extrêmement pertinents. Comme on dit souvent nous les professionnels du domaine, c'est que
ça peut être un des maillons du réseau intelligent électrique. Et donc, ce maillon, il est composé de capacités de recharge assez élevées, qui sont en plus super pratiques, c'est qu'on peut les bouger. Donc, ça veut dire qu'on peut les mettre à un endroit où on a besoin, où on peut bénéficier des voitures qui sont à un endroit où il y a une congestion au niveau du réseau. Je comprends. Donc ça, c'est un usage qui peut, une fois qu'il y aura beaucoup de voitures, qui peut être extrêmement intéressant. De toute façon, la voiture électrique qui m'intéresse depuis très longtemps. Ah, j'ai un retour écho, c'est normal, que je n'avais pas tout à l'heure. As-tu changé ton réglage? Non, je n'ai rien changé. D'accord. Est-ce que tu peux baisser le son du coup alors de ton côté? Bien sûr. S'il te plaît. Voilà. Est-ce que ça va aller mieux? Non, c'est pas terrible. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec? On n'a pas le choix. J'espère qu'il n'y aura pas de problématique à l'écoute. Bon, non, en fait, là, ça va mieux, là, déjà. Bon, super. C'était juste un petit problème. Tu as de l'écoute, de ton côté? Non, je n'ai pas d'écho, non, c'est impeccable. D'accord, super. Oui, je disais, effectivement, les véhicules électriques, moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps et il y a évidemment des problématiques autour de ça. Les gens n'ont pas tort quand ils disent, bon, ok, super, on fabrique des voitures électriques, pourquoi pas? Effectivement, il y a le problème de avec quelle électricité, comme tu as dit tout à l'heure. Si c'est l'électricité nucléaire, est-ce que ça vaut vraiment le coup et dans quelle mesure? Et la deuxième question qui se pose et qui revient évidemment, c'est est-ce que c'est vraiment durable? Puisque ces véhicules, apparemment, il faut qu'ils fassent beaucoup de kilomètres pour être rentables environnementalement, écologiquement. Et en plus, il y a ces fameuses batteries. Est-ce qu'on peut aujourd'hui enfin les recycler? Alors, oui, donc il y a plusieurs choses. Déjà, il est clair qu'un véhicule électrique est plus intéressant dans un pays où on dit que le mix électricité est peu carboné. C'est-à-dire que les pays comme l'Allemagne, où il y a encore énormément de production électrique à base de charbon ou de gaz, c'est moins intéressant parce qu'on va recharger la batterie avec de l'énergie qui n'est pas verte. Donc finalement, on ne fait que propager le problème. En France, c'est plus intéressant parce que l'énergie, elle est non carbonée majoritairement, donc soit fabriquée à partir du nucléaire, même si on essaie de faire changer le mix, mais ça reste quand même majoritairement ça. Beaucoup d'énergie hydraulique aussi, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de rivières. Et puis, de plus en plus d'énergie photovoltaïque et éolienne. D'ailleurs, ici au Limousin, on a, j'avais vu le chiffre, je crois que c'est 67% de la région de la région Limousin seulement, pas de la région Nouvelle-Aquitaine, l'ancienne région Limousin, qui est par hydroélectrique, qui est effectivement qui n'est pas en nucléaire ou en autre. Donc il y a des régions où c'est super intéressant. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est les pays qui sont comme ça, forcément, le véhicule électrique est mieux et plus adapté. Deuxième chose, tu parlais de tout ce qui était la filière et de l'intérêt des véhicules. Alors maintenant, un véhicule électrique, si on regarde entre l'extraction des minerais, sa production, son utilisation, sa fin de vie avec le recyclage, si on regarde toute cette chaîne de vie du véhicule, il est plus intéressant d'avoir un véhicule électrique qu'un véhicule thermique. En plus de ça, une filière de recyclage en fin de vie s'organise. Déjà, un véhicule électrique, ça dure 10 ans. Au moins 10 ans, parce que la batterie, maintenant, on a fait des tests avec, on a un petit peu plus de retour d'expérience. Ça dure beaucoup plus longtemps qu'on avait prévu au début. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que les fameux kilomètres que tu exprimais, si jamais on en fait moins par an que ce qu'on pensait faire pour la rendre rentable, finalement, on peut l'utiliser plus longtemps. Donc, c'est du tout bon. En plus, maintenant, on sait changer les petites cellules qui composent la batterie. En fait, c'est comme des petites piles. Hein. On sait les changer quand elles sont défectueuses. Donc, la batterie peut durer plus longtemps. Tu sais précisément quelle est la partie de la batterie qui est défectueuse, par exemple? Il y a maintenant des outils qui permettent vraiment de se dire, voilà, c'est la petite cellule qui est là qu'il faut changer. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus économe. Donc, il y a Renault, notamment, qui a développé à Sandouville toute une techno sur ça. Renault est bien avancé avec la Zoé. Renault est pas mal avancé. Enfin, les constructeurs avancent bien. Et c'est dommage qu'à Sandouville, ce soit fermé, d'ailleurs. Mais bon, ils ont cette capacité. Mais bon, ça évoluera. Ensuite, cette batterie, on peut l'utiliser dans ce qu'on appelle une seconde vie. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour des phénomènes de stockage sur le réseau électrique, pour faire du stockage stationnaire. Parce qu'elle est moins en capacité pour être utilisée dans un usage de batterie de véhicule, elle est moins performante et le niveau de capacité qu'elle peut offrir est situé entre 50 et 80%, mais du coup, c'est tout à fait utile pour du stockage stationnaire. Donc là, on a une durée de vie supplémentaire en utilisant cette batterie sur du stockage stationnaire qui dure 10 ans de plus. Donc on a déjà une
batterie qu'on a construit qui dure 20 ans. Et en plus, maintenant, il y a déjà des filières de recyclage qui se bâtissent, qui s'organisent, des projets en Europe de l'Ouest. Il y en a un qui s'appelle Relive, qui est un projet franco-allemand qui est tout à fait pertinent, mais il y a des tas de petites startups, de petites entreprises, de PME qui s'organisent pour le faire, et on arrive à recycler un véhicule électrique et sa batterie jusqu'à plus de 95%. Waouh! Par rapport à un véhicule thermique, c'est combien? Véhicule thermique, c'est 90%. Et c'est rendu obligatoire et c'est fait déjà depuis plusieurs années. En fait, on construit les véhicules pour être en sorte de pouvoir les recycler. Mais ça veut dire qu'il y a quand même 10% qui ressort en déchets. Ah oui, de toute façon, malheureusement, c'est ce que je disais aussi quand on discute de ça, c'est que on aura toujours un impact. Je veux dire, il faut qu'on le réduise au maximum. Je ne pense pas qu'on puisse arriver à l'impact zéro, quoi. C'est ça. Et il faut pouvoir réutiliser ce qu'on fait. Donc la batterie, le but, c'est ça. La batterie, c'est de pouvoir extraire tous les composants et en refabriquer. Alors après, il y a et les détracteurs ont raison sur les batteries. La façon de les fabriquer, les batteries, c'est qu'ils utilisent des métaux rares. C'est ça. Pour partie. Et ça, c'est pas bon. Donc, par exemple, ça utilise du lithium. Bon, c'est pas très bon. En plus, je crois qu'on n'est pas du tout indépendant sur ces produits-là, en plus. Alors, en plus, on n'est pas indépendant. Ça, c'est un autre problème. Mais les chercheurs ont trouvé un moyen de compenser ça par du sodium. Donc, au lieu que ce soit du lithium-ion, c'est du sodium. Le sodium, il se trouve massivement dans la mer. Parce qu'en fait, c'est des petits composés de sel. Et à partir de ça, on peut extraire du sodium pour faire des batteries. Du coup, on va désaliniser les mers? Voilà, on pourrait utiliser le sel de la mer pour justement fabriquer des batteries. Alors ça, c'est pour l'instant au stade de la recherche. Ça va commencer à se fabriquer d'ici 2-3 ans de manière industrielle. Et puis, on va évoluer petit à petit sur des procédés de fabrication de batteries qui sont beaucoup plus saines et moins coûteuses en métaux rares. D'autant qu'en plus, les métaux rares sont souvent extraits dans des conditions qui sont pas très démocratiques, je dirais. C'est un peu abusé. Donc ça aussi, ça se travaille et il faut le regarder avec très, très grande attention. Petit aparté rapide, est-ce que toi, après on reviendra sur l'électrique bien sûr, parce que c'est plutôt ce qui t'intéresse, mais est-ce que toi tu crois au projet autour de la pile à combustible, de l'hydrogène, de ces choses-là? Oui, alors ça j'y crois aussi beaucoup. De toute façon, finalement c'est se dire, au lieu d'avoir une batterie, on fabrique l'électricité du véhicule, parce que ce sera un moteur électrique aussi, à partir d'une pile à hydrogène qui est alimentée par de l'hydrogène et qui se transforme du coup en électricité. Alors, c'est intéressant, mais à l'heure actuelle, il y a 2 problèmes majeurs. Alors, les spécialistes vont dire non, c'est pas vrai, t'as pas raison, ça, mais il y a quand même 2 problèmes majeurs. C'est que pour fabriquer de l'hydrogène, pour l'instant, on dit qu'on fabrique de l'hydrogène rouge. C'est-à-dire qu'il est fabriqué en craquant le pétrole, une molécule de pétrole. Donc, ça utilise de l'énergie pour craquer du pétrole, donc on n'est pas au top. Mais on commence à fabriquer de l'hydrogène vert. L'hydrogène vert, c'est-à-dire à partir justement de vapocraquage de la molécule d'eau. Ah oui, oui. Il y en a plein dedans. Donc ça commence à se faire, ça commence à se travailler et on obtient des résultats qui s'améliorent. Le deuxième problème de l'hydrogène, c'est que la capacité de restitution d'énergie, elle n'est pas aussi forte que celle d'une batterie électrique. La performance d'une batterie électrique, on est quasiment à des 90% de restitution. C'est comme aussi la capacité de transformation grâce à un moteur thermique. On n'est pas, les rendements sont pas très bons. Le rendement encore de l'hydrogène n'est pas très bon, il est même inférieur. Le meilleur rendement, c'est le rendement électrique en fait. C'est pour ça que la batterie, elle est disponible, elle est prête, on l'utilise avec nos téléphones, elle est éprouvée. Et c'est pour ça que pour l'instant, en termes industriels, c'est ce qu'il y a vraiment d'intéressant à l'heure actuelle. Mais il n'y aura pas que de ça. Il y aura aussi des voitures à hydrogène qui arriveront dans le temps. Il faudra créer les infrastructures de stockage, les infrastructures de recharge et les infrastructures de sécurité qui vont avec. Mais on ira sur un mix. Moi, j'en suis persuadé. Est-ce que tu crois encore au GPL? Non, le GPL, ça reste du carboné. Hein. Ouais, c'est pas faux. C'est intermédiaire. Mais ça reste du carboné. Il faut arrêter avec ça. De toute façon, il n'y en aura bientôt plus. On parle beaucoup de gaz, mais le pétrole, il n'y en a plus. Le gaz, il y en a encore. En fait, la problématique qu'il y a, c'est qu'effectivement, on nous dit, moi aussi, hein, j'aimerais bien qu'on arrête avec ça, mais c'est la vérité. On nous dit tous les 20 ou 30 ans, c'est bientôt terminé le pétrole, et on trouve toujours une nouvelle technique, comme récemment la fracturation,
tu vois de quoi je parle, voilà, le pétrole de schiste, etc. Oui. J'ai l'impression qu'on est tellement dépendant du pétrole au niveau mondial, c'est tellement pour nous de l'oxygène que on est prêt à tout, j'ai l'impression, pour en refabriquer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, il y a quand même une prise de conscience parce que même les pétroliers, les grands pétroliers ont pris conscience de ça et on voit les grosses tendances. Ils vont vers l'électrique. Ils achètent des champs de fabrication, de production d'énergie électrique verte. Ils se convertissent eux-mêmes à l'électrique, commencent à avoir des offres sur la mobilité électrique. Ils achètent à grand renfort de millions des sociétés, start-up qui ont commencé à développer des infrastructures de recharge, etc. Donc ça avance. On voit qu'ils ont pris cette transition et ce pivot. Ouais, clairement. En fait, après, pour revenir un peu aux véhicules, vraiment aux voitures électriques, moi, tu sais, ces 3 dernières années, donc j'ai acheté 2 véhicules différents, 2 208 finalement, et j'ai failli à chaque fois prendre une Zoé. Ouais. Et la première fois, honnêtement, le vendeur était nul, donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Si tu veux, le problème, c'est que Renault, en tout cas, pour ce concessionnaire-là, m'avait attiré avec une offre dans les 150 € par mois en leasing pour la Zoé. Et au final, il me sort la facture, c'est 420 €. Donc, si tu veux, c'est problématique, très clairement. Le rêve s'est effondré. Voilà, ça, c'était la première chose. Et puis, la deuxième, c'est... je me suis quand même posé la question. Moi, j'étais vraiment partant et ma femme a dit non, a posé son veto. Elle adore le concept, elle est très aussi là-dessus, elle s'y intéresse, mais elle me dit non, parce que, bien sûr, c'est cool, machin et tout, mais elle m'a dit les problèmes qu'on a dit tout à l'heure, mais surtout, elle m'a dit un truc qui n'est pas faux, c'est que quand on fait des longs trajets, c'est encore des contraintes. C'est la vérité. Là-dessus, on ne peut pas lui donner tort. Et qu'est-ce que tu penses? Enfin, déjà, on voit l'évolution des batteries régulièrement. Je pense que d'ici 3-4 ans, on aura vraiment des moteurs qui seront super efficaces. On en a déjà sur les modèles haut de gamme, comme chez Tesla. Ouais. Mais sur les modèles un peu plus petits et moins chers, pour l'instant, il faut être honnête, on n'est pas encore au top. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu penses que c'est juste un problème de taille de batterie et d'efficacité ou un problème tout simplement de maillage aussi, de bornes de recharge, etc.? Alors, le problème, il est surtout au niveau de l'infrastructure de recharge. Il est clair que les voitures, à l'heure actuelle, celles qui sont produites, elles sortent à 40-50 kWh de capacité de batterie. Donc, pour ça, c'est l'équivalent de 300-400 km. On peut faire 300-400 km si on conduit comme il faut, si on conduit doucement, accélération, si on est cool quand on conduit. Mais quand on a une voiture électrique, on devient rapidement cool à conduire. Le couple du début, on s'amuse à faire des accélérations, ça va bien un temps, mais après c'est plus utile. Tout le monde on s'amuse à doubler une Lamborghini au feu rouge, quoi. Voilà, mais ça dure qu'un temps. Après, on se dit, on va faire attention parce qu'il faudra recharger et ça va nous perdre du temps. Non, pour les voyages, pour l'instant, c'est vrai que c'est un fait. Alors, il y a 2 choses quand même. Il y a des solutions, mais il y a aussi des changements à voir. Donc, je vais répondre en 2 temps. Les premières sont les solutions. Donc, les batteries, elles vont aller vers des capacités qui vont être supérieures pour des tailles identiques. Ça s'améliore en termes de capacité. On va aller sur des batteries qui font de l'ordre de 60 kWh, qui permettront de faire pratiquement 500 km, mais pas plus. Je pense pas sauf sur des modèles très haut de gamme, mais sur les modèles assez classiques, on sera sur ça. Quand on regarde une thermique essence, finalement, de base, c'est un peu ça qu'on fait. Hein. Mais c'est garanti, c'est 500 garanti. Si on est sur de la voiture électrique, selon la période de l'année, hiver, été, selon les dénivelés, enfin selon les usages, la clim ou pas, ça consomme plus. Donc ça joue. Alors l'infrastructure est certes pas encore au niveau. On a vu il y a quelques jours les annonces et la volonté du gouvernement d'accélérer sur l'infrastructure de recharge publique. Ils veulent 100 000 points de recharge à la fin de l'année prochaine en France. Bon, on en est à combien aujourd'hui? On en est à 30 000. D'accord, ouais, c'est une sacrée différence. Le pari est chaud, mais on peut y arriver. Il suffit de se retoucher les manches et pas mettre trop d'administratifs dans tout ça. Mais on peut y arriver. Et qui est chargé de ça? Alors en fait, c'est les infrastructures de recharge ouvertes au public. Donc c'est les collectivités territoriales, mais ça peut être aussi les parkings ouverts au public, qui peuvent aussi rentrer dans les chiffres. Alors ça, c'est 100 000. Et il faut voir que ces 100 000 points de recharge ouverts au public, ça représente que 10% des points de recharge au total. Puisqu'il y a le monde de l'entreprise qui a ses points de recharge et sa flotte, qu'il va devoir verdir petit à petit, c'est entré dans la loi. Il y a aussi les particuliers qui, avec les aides, on a dit au début de notre entretien qu'il y avait des aides sur la demande, sur l'offre,
avec quand même des super, on peut aller jusqu'à des réductions jusqu'à 12 000 € par véhicule à l'heure actuelle. On peut acheter un véhicule là à partir du 1er juin à moins de 20 000 €, un véhicule électrique à moins de 20 000 €. Si on respecte un certain nombre de conditions, mais c'est quasiment 75% des gens éligibles. Donc, c'est quand même plus intéressant. Donc, cette infrastructure, 10%, 100 000 début 2022. Ensuite, on va avoir les infrastructures de recharge qui vont être en entreprise. Pour les salariés qui vont en véhicule électrique, ils pourront se recharger en entreprise, ce qui a des avantages. Et puis, sinon, pour ceux à la maison, le point le plus dur à régler, ça va être le résidentiel collectif, peut-être. Parce que là, c'est une décision un peu collective. Il y a toujours un peu de… Dans le collectif, problème, il y a toujours des gens qui sont pour et contre, donc ça peut ralentir. Ouais. Au niveau de la copropriété, je m'étais renseigné effectivement, parce qu'on a la chance d'avoir 2 appartements avec ma compagne, et dans les 2, on est sous le format copropriété. Ouais. Et c'est vrai que quand tu commences à demander un peu, est-ce qu'on peut mettre en place une borne de recharge? Bon, tout de suite, quoi, une borne de recharge, pourquoi faire, machin, on n'a pas de voiture électrique, blablabla. Donc tu sens que voilà, ça va mettre du temps encore. Alors après, peut-être qu'une loi va imposer au fur et à mesure, mais je pense pas quand même que ce soit si violent. Enfin, je sais pas, on verra. Mais il faut qu'il y ait des choses qui soient faites là-dessus. Très clairement. Ah, c'est clair. Donc ça va s'accélérer parce que à l'heure actuelle, ça devient quand même un peu le voyage extraordinaire. Mais c'est donc pour la deuxième partie, c'est aussi un changement d'usage. C'est très important parce que de conduire un véhicule électrique, pour ceux qui ont ce plaisir, enfin moi j'ai ce plaisir, ça change radicalement la façon de conduire. On est vraiment plus zen dedans, on est plus cool, c'est plus paisible. Enfin, on est vraiment bien. Je me suis même vu moi rouler pour respecter mon autonomie et pouvoir aller à la prochain point de recharge, à rouler à 110 sur l'autoroute. Voilà, et je me sentais bien. Franchement, ça m'a pas fait bizarre. Oui, mais en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que j'ai l'impression que c'est presque un jeu, tu vois, de dire attends, il faut que j'arrive jusqu'au prochain boss. Il y a ça aussi qui peut être en jeu. Mais quand on s'habitue, on fait son itinéraire, on essaie de voir les choses, et puis finalement, on s'arrête en profitant plus. On va peut-être s'arrêter à un endroit, se dire tiens, bah là, de toute façon, j'en ai pour 1 heure à me recharger pour pouvoir faire jusqu'à la prochaine étape. Bah, je vais m'arrêter manger. Ou je vais m'arrêter, tiens, il y a un endroit que j'aurais toujours voulu visiter, je ne l'ai jamais fait, parce que quand j'avais ma voiture thermique, je traçais. Bah oui. Bah là, je vais m'arrêter. Mon voyage, au lieu de mettre 6 heures, bah, je vais peut-être mettre 8 heures pour le faire. Puis finalement, qu'est-ce que c'est que 2 heures de plus? Bah, j'aurais profité, j'aurais appris des choses. C'est un changement, changement de paradigme, en fait. Changement de paradigme, changement de façon de vivre la mobilité en étant plus cool. Mais quand on regarde, aller d'un point A à un point B le plus vite possible. Voilà, le plus vite possible. Moi, quand je regarde les voyages que faisaient mes parents quand ils étaient enfants, quand ils allaient voir la famille dans le sud de la France, c'était une aventure. C'était une aventure. Et ils mettaient le temps, ils s'arrêtaient, ils faisaient des pauses, la voiture chauffait, il fallait qu'elle refroidisse, il y avait tout ça. Finalement, on reviendrait presque à ça, prendre le temps. C'est drôle ce que tu dis, parce que moi, je l'ai vécu, ça. Mon père avait une vieille Fiat Uno. Et elle avait des très gros problèmes de chauffe. Donc, quand on allait dans le sud, on s'arrêtait toutes les heures. Il fallait mettre de l'eau sur le moteur. C'était très drôle. Ça nous faisait marrer, quoi. Ça nous faisait marrer. Mais c'est vrai que bon, on était quand même pas fiers parce que si le moteur pétait, on était vraiment mal. Par contre, c'est compliqué, ouais. Mais voilà, c'est ce rapport au temps qu'il faut changer, se poser différemment. Et finalement, c'est une habitude. Il y a peut-être aussi une autre problématique par rapport aux bornes de recharge, c'est pas forcément le nombre de bornes, c'est plutôt le nombre de bornes par endroit de recharge. Je sais pas si je suis clair. C'est bien d'avoir 100 000 bornes, mais si à chaque fois il n'y a qu'une prise et qu'il y a 2 voitures ou 3 ou 4, comment on fait? Et là, c'est intéressant. Déjà, il faut être social. Oui, pardon. Oui, il faut déjà avoir un fort impact social avec les personnes autour de soi. Donc, il faut aimer discuter parce qu'il va falloir attendre que la recharge de l'autre se termine. Non, mais hormis ça, il y a effectivement des bonnes implantations à avoir. Alors, généralement, quand on installe une borne, c'est 2 points de recharge, souvent, sur le domaine public. Donc, il y a 2 câbles. Alors, c'est sûr, ça recharge peut-être moins vite, mais ça donne ce sentiment que on est quand même, on peut être 2. Généralement, ce qui va être prévu sur les 100 000 points de recharge que j'évoquais précédemment, c'est des stations de charge où il y aura 2, 3, 4 bornes. Donc, voilà, ça ressemblera à une station-service, quoi, finalement, où il y aura du monde, mais le fait de tourner dessus sera plus long. Et puis,
pardon. On va sur des stations de charge aussi, sur des itinéraires comme ça, sur vraiment des nœuds autoroutiers ou de grande circulation. On va être sur des recharges extrêmement rapides. D'accord. On parle de bornes qui vont généraliser justement spécialement pour des grandes migrations pendulaires à certaines périodes de l'année, sur des bornes à 100 kW de puissance. Bon, 100 kW de puissance pour un moteur qui en contient 60 kWh, bah, du coup, ça met 40 minutes, quoi. D'accord. Non, parce que c'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, ça va, parce qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules électriques qui roulent. Mais si les Français décident d'en acheter massivement, est-ce qu'on est capable de tenir derrière? Est-ce qu'on ne va pas avoir des problématiques? Bon, on aura forcément des problématiques. De toute façon, c'est tout le temps comme ça que ça marche. Mais est-ce qu'on sera capable de réagir suffisamment vite pour ne pas décevoir tout le monde et qu'on revienne en arrière? C'est ça la vraie question. Alors, déjà, il faut se dire que la plupart des trajets que l'on fait, c'est des trajets autour de chez nous. Pour le travail, pour les loisirs, pour les activités, pour aller faire les courses. Voilà. Donc ça, généralement, on n'a pas besoin de recharger sa voiture. On peut faire vraiment pas mal de trajets. On peut la recharger la nuit. D'ailleurs, c'est préférable de le recharger à des moments où les tarifs électriques sont moins chers. Évidemment. C'est-à-dire au réseau moins chargé, donc utile pour tout le monde. Exact. Ou alors de faire si on a un panneau photovoltaïque sur son toit, de recharger à midi quand on est là pour pouvoir faire sa recharge pour sa semaine ou faire 2 recharges par semaine. Non, on parle des grands mouvements migratoires, mais qui ont lieu que finalement 5-10% de temps dans l'année. C'est vrai, la plupart des trajets, c'est à 5 km autour de chez soi. Je crois que j'avais vu un chiffre ahurissant là-dessus. On va très court. Et puis une voiture, et là aussi, moi je pense que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, une voiture n'est utilisée que 5 à 6% du temps. C'est vrai. Donc, ça veut dire que ça coûte extrêmement cher. On dépense des milliers d'euros pour quelque chose qu'on n'utilise que 5 à 6% du temps. Donc là, il va falloir aussi faire des changements. C'est-à-dire sa voiture, il faudra peut-être la partager. Et pourquoi pas la partager avec ses voisins, la partager avec son résidentiel collectif. C'est quelque chose qu'on a du mal à réfléchir encore au niveau culturel, effectivement, parce qu'on nous a appris à avoir notre voiture, c'est notre bien, c'est un peu un marqueur social, c'est notre bébé, entre guillemets. Et là, on passe plutôt à un mode un peu entre la voiture et le transport en commun, finalement. Ça serait un peu entre les deux. Oui. Où on dirait, c'est notre voiture, certes, mais on va la partager avec plusieurs personnes. Voilà. Et on peut même l'acheter à plusieurs. Tout à fait. Voilà. Alors, il y a déjà des choses qui existent qui sont encore un peu confidentielles, mais qui se développent. C'est le partage de voitures entre particuliers. C'est-à-dire des particuliers qui ont une voiture et qui, justement, vont sur une plateforme et la proposent en location le week-end quand ils sont chez eux. Ils peuvent programmer les périodes où ils savent parfaitement qu'ils n'auront pas l'usage de sa voiture. Et donc, ils la louent à quelqu'un d'autre. Et en plus, cette plateforme prévoit l'assurance pour les personnes transportées pendant la période où ils la louent. Donc, ils n'ont vraiment aucun souci. Et c'est une plateforme pour mon véhicule thermique à l'époque. Et c'est vrai que j'avais un peu peur quand même. Mais finalement, je l'ai fait et c'était pas mal. Et ça offre des petits compléments de revenus qui permettent de payer ces mensualités Exactement. Qui finalement reviennent assez cher. Et il y a un autre élément aussi qui est super intéressant, c'est qu'une fois de ce qu'on dit, c'est pour rejoindre ce qu'on disait au début, quand on aura beaucoup de véhicules électriques, on aura cette capacité de flexibilité qu'on peut apporter au réseau. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon du V2G, Vehicle to Grid. En fait, c'est le véhicule qui restitue l'énergie au réseau au moment où le réseau en a besoin. Donc le réseau appelle et puis une fois le véhicule branché à la borne, il fait son affaire, il va chercher l'énergie dont il a besoin. Et en faisant ça, l'énergie. Voilà, c'est technologiquement ça existe. Donc après, il faudra mettre en place les offres, il faudra qu'il y ait du volume. Mais l'avantage, c'est de dire que le réseau électrique achètera l'électricité que l'on a mis dans notre véhicule à des prix qui sont intéressants parce que lui, il y aura une forte contrainte sur le réseau. Et donc, ça fait aussi des petits compléments de revenus qui permettent aussi de se dire, finalement, le véhicule, dans son usage, non seulement il est moins cher parce que c'est 40% de composants en moins, parce que c'est ultra simple un moteur électrique, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas grand-chose en fait. Et à partir de là, ça fait des petits compléments auxquels on peut penser. Donc dans l'usage, il y a des choses qui peuvent se faire et qui rendent cet investissement de départ, qui est certes très élevé pour l'instant, mais qui va baisser, le rend rentable sur la durée. Excellent. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire un peu pour conclure cet entretien? Parce que ça passe très très vite quand on parle de choses intéressantes. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais aborder pour terminer?
Moi, je pense qu'il y a vraiment deux choses sur lesquelles il faut aller. Il ne faut pas avoir peur d'acheter un véhicule électrique. C'est quand même maintenant de plus en plus simple d'usage et il y a beaucoup d'associations de gens qui connaissent. On va travailler entre professionnels et un gros travail à faire sur l'infrastructure, installer cette infrastructure et donc toute la chaîne d'acteurs qui sont nécessaires. Donc ça, c'est un gros travail sur lequel on doit aller sur les 3-4 prochaines années. Moi, je pense que le nerf de la guerre, il est sur la pédagogie et sur l'expérience utilisateur. Il faut vraiment que les gens se disent recharger ma voiture, c'est ultra simple. Je ne me prends pas la tête, j'arrive à un endroit, ma voiture m'informe que c'est disponible, elle fait la réservation pour moi, pourquoi pas. Je me charge, elle me dit autour les types d'activités que je peux faire. On rend cette expérience vraiment, avec tous les outils qu'on a maintenant, si on n'arrive pas à faire ça, c'est pas une bonne excuse. On a raté quelque chose. Donc, il faut travailler sur ça parce que c'est ça qui fera que les gens ils diront mais c'est chouette quand même, je suis en électrique, j'arrive à faire plein de trucs. Voilà. Excellent, excellent. Merci François, en tout cas, c'était vraiment agréable de discuter avec toi de ces sujets passionnants. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a besoin d'avoir plus d'informations sur toi maintenant? Eh bien, moi, j'ai mon site mobilis.com, donc mobileese.com. Qui est disponible. En description. Ouais, donc il y aura le... Tu m'as toujours? Oui. Oui, je t'écoute. Ouais. Donc il y a mon mail, il y a mon téléphone. On est une petite équipe pour vous répondre là-dessus et pouvoir faire des choses qui fonctionnent et que on soit tous demain à avoir plaisir à faire des belles choses pour la planète. Carrément, c'est important. Très beau message de fin. Merci à toi François, c'était vraiment agréable de t'avoir dans l'émission. Je te souhaite partager. Pardon? Plaisir partagé. Ah, cool. Et puis, on se tient au courant de toute façon. Ouais, à très bientôt Rémi. Allez, merci. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Voilà, donc c'était le MSB Show, l'émission hebdomadaire par et pour les entrepreneurs. J'étais très heureux d'accueillir François Gatineau avec un beau projet de mobilité électrique. C'est plutôt cool de parler de ces sujets-là. Et surtout, il y a deux choses qu'il ne faut absolument pas oublier pour vous, je vous le rappelle. La première, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai lancé un projet qui me tient vraiment à cœur, qui s'appelle l'École des entrepreneurs. Allez faire un tour, donnez-moi vos retours là-dessus. Donc, c'est école.montersonbusiness.com. Vous verrez, il y a plein de petits cadeaux, plein de choses super intéressantes pour apprendre et surtout se développer son entreprise. Et puis, la deuxième chose qu'il ne faut surtout pas oublier, il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre en France, y compris pendant cette crise. Merci et à la semaine prochaine.